Vous avez l'impression d'avoir tout vu? Détrompez-vous, car ces 25 choix vont bouleverser votre monde cinématographique. Nous plongeons au cœur du vieux Hollywood, déterrant les classiques les plus romantiques que Roger Ebert lui-même adorait. Préparez-vous à soupirer, rêver, et peut-être même verser une larme en revisitant ces récits intemporels d'amour. Casablanca, 1942. Il y a des histoires d'amour, et puis il y a Casablanca, le saint graal du romantisme et du sacrifice. Imaginez, le Maroc en temps de guerre, un nightclub en fumée, et un triangle amoureux pour les âges. Quand Rick Blaine, un expatrié américain blasé, croise le chemin d'Ilsa Lund, la femme qui lui a brisé le cœur, des étincelles jaillissent, mais pas comme vous l'attendiez. Leur retrouvaille douce amère se déroule dans l'ombre de l'occupation nazie, où chaque moment est chargé de nostalgie et de tension morale. Réalisé par Michael Curtiz, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, ce film n'était pas censé devenir un classique. C'était juste une autre sortie de studio. Pourtant, la foudre a frappé. Il a remporté 3 Oscars et est devenu immortel, en partie grâce à la réplique immortelle de Bogart, « Here's looking at you, gamin ». Roger Ebert l'a qualifié de l'un des films les plus appréciés de l'histoire du cinéma. Non seulement pour son élégance, mais pour la façon dont il capture l'amour en des temps impossibles. Ce n'est pas à propos de la fin parfaite, c'est à propos du bon choix. Et honnêtement, quelqu'un d'autre pourrait-il rendre la noblesse si dévastatrice? Autant en emporte le vent, 1939. Autant en emporte le vent est une épopée de 4 heures qui ne dépeint pas seulement l'amour. Elle le projette dans un cyclone de guerre, de fierté et chagrin d'amour. Centré autour de l'indomptable Scarlett O'Hara, une belle du Sud qui refuse d'être brisée par la guerre de sécession, ce film explore les visages les plus tenaces, égoïstes et altruistes de l'amour. Sa romance tumultueuse avec le séduisant Rhett Butler, interprété avec gravité élégante par Clark Gable, brûle à travers les manoirs, les mariages et les codes moraux. Scarlett de Vivien Leigh est aussi emblématique que le cinéma peut l'être. Vaniteuse, brillante, exaspérante et inoubliable. Réalisée par Victor Fleming. Cette adaptation du roman de Margaret Mitchell est devenue le film le plus rentable de son époque, ajusté pour l'inflation, tenant toujours enregistrement. Roger Ebert a apprécié l'ampleur et la complexité émotionnelle du film, bien qu'il ait reconnu son romantisme controversé du Sud d'avant-guerre. La chimie, la couleur, le chaos, chaque image est amplifiée. La promesse finale de Scarlett, « Après tout, demain est un autre jour », n'est pas seulement une réplique, c'est un évangile cinématographique. Tu ne regardes pas ce film, tu le survis. Vacances romaines, 1953. Que se passe-t-il lorsqu'une princesse échange sa couronne pour 24 heures de liberté? Vous obtenez Vacances romaines, un film si rempli de charme qu'il semble s'envoler de l'écran. Audrey Hepburn, dans son rôle révélateur, est lumineuse en tant que princesse Anne, une royale qui échappe à ses gardiens et se promène dans Rome comme une femme ordinaire. Voici Joe Bradley, joué par Gregory Peck, un journaliste américain qui découvre son secret. Mais au lieu de l'exploiter, il en tombe amoureux. Réalisé par William Wyler, le film est une leçon magistrale en ambiance, à parts égales, léger, romantique et douloureusement mélancolique. Tourné entièrement sur place à Rome, c'était l'un des premiers films américains à le faire, et il absorbe chaque pavé et chaque balade en Vespa. Audrey a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, et Roger Ebert a adoré la sincérité du film et retenu. Il n'y a pas de mélodrame. Juste 2 personnes vivant leur meilleure journée, en sachant parfaitement que c'est aussi leur dernière. C'est un conte de fées avec des conséquences réelles, et c'est ce qui le rend si intemporel. Une poignée de secondes, un instant pour se souvenir, 1957. Si votre cœur ne s'emballe pas à l'évocation de l'Empire State Building, alors vous n'avez pas vu. Une poignée de secondes, un instant pour se souvenir. Cary Grant et Deborah Kerr se rencontrent sur un paquebot, tous 2 fiancés à d'autres personnes. Et pourtant, boum! La chimie est instantanée. Ils décident de se retrouver au sommet de l'Empire State Building dans 6 mois s'ils ressentent toujours la même chose. Mais le destin, aussi cruel que jamais, intervient. Réalisé par Leo McCarey, ce film est un remake de son propre film précédent, Love Affair, en 1939. Mais ici, tout s'emboîte parfaitement. Les performances, le scénario, la palette de couleurs somptueuse. Ce qui élève ce film, ce n'est pas seulement la romance, c'est l'agonie des occasions manquées et la récompense émotionnelle qui continue d'amener le public à larmes. Roger Ebert l'a qualifié de « le film le plus émouvant de tous les temps ». Et il n'avait pas tort. Sa résonance émotionnelle est si profonde qu'elle a inspiré le classique romantique d'une autre génération, Nuit blanche à Seattle. Ce n'est pas une question de « ils vécurent heureux pour toujours », mais de le mériter minute par minute, à chaque instant écrasant pour l'âme. The Philadelphia Story, 1940.
The Philadelphia Story est pro et la preuve que la romance peut être intelligente, ironique et absolument délicieuse. Avec Katharine Hepburn dans le rôle d'une héritière fougueuse, Cary Grant en ex-mari élégant et James Stewart en reporter cynique, cette comédie romantique crépite d'esprit et de charme. À la veille de son deuxième mariage, Tracy Lord se retrouve entourée de chaos, d'un amour ravivé, de nouvelles flirtations et d'un cirque médiatique. Ce qui suit est une délicieuse danse de dialogue et d'émotions changeantes, avec Hepburn dominant chaque scène en tant que femme naviguant entre fierté et vulnérabilité. Réalisé par George Cukor et adapté de la célèbre pièce de Broadway, le film a marqué un retour triomphal pour Hepburn, qui avait été déclaré poison au box-office juste un an auparavant. Roger Ebert a loué le scénario incisif du film et ses performances intemporelles, le qualifiant de classique de charme et de sophistication. La véritable magie réside dans son refus de faire des choix faciles. L'amour, après tout, est compliqué, et indiscrétion met en valeur ce désordre. New York-Miami, 1934, c'est le film qui a essentiellement inventé la comédie romantique telle que nous la connaissons. Et il l'a fait avec une héritière en fuite, un journaliste débraillé et un voyage épaque. Claudette Colbert est Ellie, riche, gâtée et en fuite de son père autoritaire. Clark Gable est Peter, le journaliste malchanceux qui sent l'histoire. Alors qu'ils voyagent en autostop à travers l'Amérique de l'ère de la dépression, les disputes se transforment en plaisanteries, et les plaisanteries en affection indéniable. Réalisé par Frank Capra, c'était le premier film à remporter les 5 grands Oscars. Meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et scénario. La chimie est électrique, le dialogue brille encore, et la scène des murs de Jericho, toujours iconique. Roger Ebert a souligné son rythme léger et son humour centré sur les personnages comme des raisons clés de sa longévité. Ce n'est pas juste un vieux film, c'est le modèle. Chaque cliché des opposés qui s'attirent, chaque couple mal assorti en voyage, doit quelque chose à ce film. C'est plein d'esprit, romantique, et ne s'éternise jamais. Si vous pensez que les films en noir et blanc ne peuvent pas être sexy, celui-ci vous fera changer d'avis. Notorious, 1946. Que se passe-t-il lorsque l'amour est mêlé à l'espionnage et à la trahison? Vous obtenez Notorious, le film le plus romantique et le plus rempli de suspense d'Alfred Hitchcock en un seul. Ingrid Bergman joue Alicia, la fille d'un nazi condamné recruté par le gouvernement américain pour espionner des Allemands exilés au Brésil. Cary Grant est son agent, Devlin, qui tombe amoureux d'elle alors qu'il lui demande d'épouser la cible. L'enjeu émotionnel est immense. Réalisé avec une précision méticuleuse par Hitchcock, Notorious utilise la romance comme arme. La chimie entre Bergman et Grant est tout simplement explosive, surtout dans leur célèbre scène de long baiser, où la caméra tourne autour d'eux pendant qu'ils s'embrassent par intervalle de 2 secondes pour contourner le code Hays. Roger Ebert l'a salué pour sa tension élégante et son ambiguïté morale, le qualifiant de Hitchcock à son apogée. Le film force ses personnages à faire des choix terribles, non pas parce qu'ils sont espions, mais parce qu'ils sont amoureux. Ici, la passion est dangereuse et la confiance est un luxe que ni l'un ni l'autre ne peut se permettre. C'est une romance sous pression, dangereuse, enivrante, inoubliable. La reine africaine, 1951. Dans la jungle africaine pendant la Première Guerre mondiale, 2 opposés polaires s'associent pour un voyage fluvial suicidaire et, contre toute attente, tombent profondément amoureux. Humphrey Bogart et Charlie Allnut, un capitaine de bateau rude et buveur de gin. Katharine Hepburn et Rose Sayer, une missionnaire austère et bien élevée. Leur descente d'une rivière périlleuse à bord du Rafio African Queen commence comme une mission de vengeance contre les Allemands. Mais alors qu'ils affrontent des crocodiles, des rapides, des sangsues et des pannes mécaniques, une romance éclot discrètement de la manière la plus inattendue. Réalisé par John Huston et tourné sur place en Ouganda et au Congo, le tournage fut si éprouvant que la plupart des acteurs tombèrent malades, sauf Bogart, qui jurait en buvant du whisky. Bogart a remporté son seul Oscar pour ce rôle, et Ebert a qualifié le film de mélange parfait d'aventure et d'émotion. La romance de l'histoire ne vient pas de déclarations grandioses. Elle réside dans le courage partagé, le rire et l'entêtement. C'est une histoire d'amour forgée dans la boue et le danger, où l'affection semble méritée. Qui aurait cru qu'un vieux bateau à vapeur rouillée pouvait contenir autant de cœur? Sabrina, 1954. Sabrina est l'histoire de Cendrillon ultime, sauf que notre Cendrillon ne perd pas une pantoufle. Elle gagne une garde-robe parisienne et une seconde chance en amour. Audrey Hepburn joue Sabrina Fairchild, la fille timide d'un chauffeur pour une riche famille de Long Island. Elle a longtemps eu le béguin pour le fils Playboy, David Larrabee,
jouée avec charme par William Holden. Mais elle revient de l'école culinaire à Paris, transformée et confiante. David la remarque soudainement. La complication? Son frère aîné sérieux et responsable, Linus, interprété par Humphrey Bogart, commence aussi à tomber amoureux d'elle. Réalisé par le légendaire Billy Wilder, Sabrina est élégant, drôle et imprégné de désir. La mode du film, conçue par Givenchy, a transformé Hepburn en une icône de style. Bien que Bogart n'ait pas aimé travailler sur le film, aucune de ses tensions n'apparaît à l'écran. Ebert a admiré l'élégance et l'humour subtil du film, soulignant comment Hepburn apporte une légèreté qui élève chaque scène. Il ne s'agit pas de choisir entre deux frères, il s'agit de Sabrina qui choisit enfin elle-même. Et dans ce processus, elle trouve quelque chose de réel. Breakfast at Tiffany's, 1961. Il y a quelque chose d'éternellement magique à propos de Holly Golightly devant Tiffany's, avec un croissant à la main, et toute la ville reflétée dans ses lunettes de soleil. Le rôle le plus emblématique d'Audrey Hepburn présente une femme difficile à cerner, mystérieuse, charmante, fragile. George Peppard joue Paul Varjak, l'écrivain en difficulté qui vit à l'étage et commence lentement à percer l'identité soigneusement construite de Holly. Située dans une version stylisée et romantisée de Manhattan, l'adaptation de Blake Edwards de la nouvelle de Truman Capote adoucit les contours du livre pour créer un conte romantique envoûtant. Moon River, composé par Henry Mancini, est le cœur du film, délicat, triste et beau comme Holly, elle-même. Roger Ebert a reconnu la complexité culturelle du film, notant que malgré ses défauts, y compris l'interprétation malheureuse de M. Yunyoshi, la performance de Hepburn transcende le temps. Holly est à la fois tragique et envoûtante, cherchant la liberté, mais aspirant à la connexion. Et quand ce show retrouve ses bras sous la pluie, on réalise que l'amour n'arrive pas toujours là où on l'attend, mais cela vaut la peine d'attendre. Mamo, Léo de Hurlevent, 1939. Il y a des romances qui réchauffent Haïm, et puis il y a des romances qui la réduisent en cendres. Léo de Hurlevent, basé sur le roman obsédant d'Émilie Brontë, et ce dernier, une histoire non pas de cour douce, mais d'une obsession profonde de l'âme. Heathcliff, de Laurence Olivier, est sombre, blessé, et consumé par son amour pour Cathy, joué avec une grâce éthérée par Merle. Oberon, situé sur les landes balayées par le vent du Yorkshire, leur amour est gothique en tout point, tragique, sauvage et voué à la ruine. William Wyler dirige avec une intensité presque poétique, tirant des performances d'une retenue douloureuse. La cinématographie, filmée en noir et blanc lumineux, projette de longues ombres et de plus longues émotions. Roger Ebert l'a considéré comme l'un des films les plus passionnés jamais réalisés, non pas parce que l'histoire d'amour se termine bien, elle ne le fait pas, mais parce qu'elle refuse de diluer la férocité des émotions de ses personnages. Les Hauts de Hurlevent est un amour non contenu par la vie, ou mort. Quand Heathcliff crie pour Cathy à travers la lande, vous sentez la terre trembler. Ce n'est pas de la romance, c'est un tourment romantique, brut et éternel, impossible à ignorer. Now, Voyager, 1942. Maintenant, Voyager est l'histoire d'une femme qui reprend sa vie en main, et ce faisant, trouve l'amour à sa manière. Bette Davis incarne Charlotte Vale, une vieille fille réprimée de Boston, vivant sous la coupe de sa mère tyrannique. Après une dépression nerveuse, elle se retrouve en thérapie, puis de manière inattendue, lors d'une croisière qui va changer sa vie. Là, elle rencontre Jerry, un homme marié et doux, coincé dans sa propre vie malheureuse. Leur amour est calme, respectueux et impossible, et pourtant, il les transforme tous les deux. Réalisé par Irving Rapper, le film était révolutionnaire dans sa façon de représenter le développement personnel et la santé mentale, en particulier pour femmes. Bette Davis est radieuse, passant de craintive à féroce en l'espace de 2 heures. Ebert soulignait souvent ce film comme preuve que le Hollywood classique savait créer une romance intelligente qui ne dépendait pas de fins de contes de fées. La réplique « Ne demandons pas la lune, nous avons les étoiles » capture la sagesse douce amère du film. L'amour n'est pas toujours une question de possession, c'est une question d'illumination, et parfois laisser « Allez !» Waterloo Bridge, 1940. Si vous cherchez l'amour enveloppé de couches de chagrin en temps de guerre et de déchirement poétique, Waterloo Bridge est votre destination. Vivien Leigh, fraîchement sortie du succès de Gone with the Wind, joue le rôle de Myra, une danseuse de ballet qui tombe amoureuse d'un jeune officier britannique joué par Robert Taylor. Leur romance s'épanouit alors que la guerre éclate autour d'eux, mais le destin, comme toujours, a d'autres plans. Une rencontre manquée au pont de Waterloo déclenche une série de malentendus tragiques, conduisant Myra sur un chemin de sacrifice et de désespoir.
Réalisée par Mervyn LeRoy, cette version de l'histoire souvent adaptée, S, est imprégnée d'atmosphère et d'une retenue douloureuse. La performance de Leigh est à nu, vulnérable mais digne, montrant toute la courbe émotionnelle d'une femme déchirée entre l'amour et la survie. Roger Ebert a admiré la volonté du film d'aborder les thèmes de la honte, de la classe et de la pureté sans jugement. Dans un monde où la guerre divise les cœurs autant que les frontières, la vérité essentielle de l'histoire demeure: parfois les histoires d'amour les plus passionnées sont celles qui n'ont jamais une seconde chance. Et c'est là sa puissance discrètement dévastatrice. L'amour, l'après-midi, 1957. L'amour l'après-midi de Billy Wilder ressemble à une coupe de champagne raffinée, pétillante en surface, mais avec des notes de mélancolie surprenantes. En dessous, Audrey Hepburn joue Ariane, la fille d'un détective privé à Paris qui tombe amoureuse de l'un des clients Playboy de son père, Frank Flanagan, beaucoup plus âgé, interprété avec un charme décontracté par Gary Cooper. Pour attirer son attention, Ariane se crée une personnalité de femme fatale sophistiquée, bien qu'elle ne le soit pas du tout. Ce qui suit est une danse de tromperie, de flirt et d'affection croissante entre deux personnes qui ne pourraient être plus mal assorties. La différence d'âge peut faire hausser les sourcils aujourd'hui, mais la mise en scène de Wilder maintient une légèreté qui frôle la nostalgie. Roger Ebert considérait ce film comme l'une des œuvres les plus sous-estimées de Wilder, louant son élégance et la subtilité d'Audrey. Performance. Il n'y a pas de grand baiser sous la pluie, ni de déclaration dramatique. Juste la tension silencieuse de ce qui pourrait être si les deux personnages peuvent voir au-delà des illusions. Et quand l'amour arrive enfin, ce n'est pas tonitruant, c'est tendre. Parfois, ce sont les notes les plus douces qui résonnent le plus longtemps. The Shop Around the Corner, 1940. Avant les courriels, avant les applications de rencontres, il y avait The Shop Around the Corner, une histoire d'amour née de l'encre et de l'imagination. James Stewart et Margaret Sullivan jouent le rôle de deux collègues en conflit dans une boutique de cadeaux à Budapest, totalement ignorant qu'ils échangent des lettres d'amour anonymes à travers un club de cœur solitaire. Réalisé par Ernst Lubitsch, le film équilibre humour et sentiment avec une touche légère, la légendaire touche Lubitsch. Stewart joue Alfred Kralik, studieux et fier, tandis que Clara de Sullivan est tout aussi acérée et passionnée. Leurs affrontements professionnels sont hilarants, mais en dessous, il y a le désir profond d'être compris, d'être... Roger Ebert a qualifié cela de « l'une des romances les plus civilisées de l'histoire du cinéma ». Et il a raison. Les émotions sont réelles, la comédie est ancrée dans la réalité, et la révélation, quand chacun découvre enfin l'identité de l'autre, est aussi émotionnellement satisfaisante qu'une tasse de chocolat chaud par une journée d'hiver. L'amour ne se présente pas toujours avec de grands gestes. Parfois, il se glisse dans votre vie sur un morceau de papier plié, signé seulement avec l'espoir. Brief Encounter, 1945. La romance n'est jamais aussi délicate ou dévastatrice que dans Brief Encounter de David Lean. Ce chef-d'œuvre britannique n'explose pas de passion. Il mijote avec retenue. Émotion. Celia Johnson et Trevor Howard jouent Laura et Alec, deux inconnus de la classe moyenne qui se rencontrent par hasard dans un café de la gare. Ils sont tous les deux mariés, tous les deux polis, tous les deux profondément insatisfaits du silence émotionnel de leur vie. Et ainsi commence une histoire d'amour faite d'après-midi volés et de petites confessions. Une histoire qui ne pourra jamais être comblée. La force du film réside dans ce qui n'est pas dit, dans les regards, les silences, les adieux poignants. Le deuxième piano de Rachmaninoff. Un concerto en flammes alors que leur cœur se brise doucement sous la surface. Roger Ebert considérait cela comme l'une des plus grandes romances à l'écran, non pas parce qu'elle se termine en triomphe, mais parce qu'elle ose dépeindre l'amour comme éphémère et interdit. Il n'y a pas de méchant ici, juste le timing. L'histoire persiste parce qu'elle paraît si réelle, si humaine. Cela nous rappelle que parfois, les plus grands amours ne sont pas ceux que nous gardons, mais ceux qui ont presque été. Le port de l'angoisse, 1944. Vous savez au moment où vous l'entendez dire « Vous savez siffler, n'est-ce pas, Steve ?» Que ce n'est pas juste une autre romance de guerre. Le port de l'angoisse est de la pure alchimie embouteillée et enflammée. Situé en Martinique sous contrôle de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, le film suit Harry Morgan, capitaine d'un bateau de pêche joué par Bogart, entraîné dans la résistance contre sa meilleure idée. Entre en scène Mary Browning, Slim, jouée par Lauren Bacall, alors âgée de 19 ans, dans son premier rôle. Leur plaisanterie, leur regard, la façon dont il la regarde lorsqu'elle allume une cigarette, le cinéma, or. Réalisé par Howard Hawks et librement adapté de Hemingway, l'intrigue est presque secondaire. Ce film traite de la présence, de la confiance froide qui se transforme en quelque chose plus profond. Roger Ebert l'a qualifié de l'un des films les plus sexy jamais réalisés.
grâce à son charme sans effort et à la romance réelle qui s'est épanouie entre Bogart et Bacall. Vous regardez ces deux-là et soyez et in theory, croient qu'ils ne jouent pas. L'amour n'a pas toujours besoin de violon ou de grands gestes. Parfois, il suffit d'un sourire en coin, d'une boîte d'allumettes et d'une phrase parfaitement lancée. The Ghost and Mrs. Muir, 1947. Imaginez tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà mort. Voilà le prémisse envoûtant de l'aventure de Madame Muir, une fantaisie romantique qui transcende le temps, la mort et même la logique. Jane Tierney joue Lucy Muir, une jeune veuve qui déménage dans un cottage au bord de la mer pour retrouver son indépendance, pour découvrir qu'il est hanté par le fantôme d'un capitaine de marine bourru, interprété avec un charme narquois par Rex Harrison. Ce qui commence comme de l'antagonisme fleurit rapidement en affection, puis en amour, un amour qui doit rester inavoué, intangible et finalement désintéressé. Réalisé par Joseph L. Mankiewicz, le film mêle romance gothique et beauté spirituelle. Sublimé par la musique envoûtante de Bernard Herrmann. Roger Ebert admirait son intelligence émotionnelle et sa structure de conte de fées, le qualifiant de l'une des histoires de fantômes les plus douces. La scène finale, où les deux amants se retrouvent dans la mort, n'est pas tragique. C'est un libérateur. Dans un monde où l'amour est souvent mesuré par le toucher et le temps, ce film dit « Non, le véritable amour est celui qui attend, patient comme la marée. L'être d'une inconnue. » 1948. C'est un film sur la douleur d'être invisible pour la personne que vous aimez et la tragédie de réaliser que l'amour ne pourra peut-être jamais être. Retourné. Dans l'exquis mélodrame de Max Ophuls, Joan Fontaine joue le rôle de Lisa, une femme qui écrit une lettre à Stéphane, un pianiste de concert autrefois célèbre, juste avant sa mort. Il lit la lettre, et à travers ces mots, nous découvrons toute l'étendue de sa dévotion, comment elle l'a aimé depuis son adolescence, comment leurs chemins se sont brièvement et indélébilement croisés, et comment il ne l'a jamais vraiment vu. Louis Jourdan joue Stéphane avec une ignorance presque tragique. Le film, qui se déroule dans la Vienne du début du XXe siècle, est raconté entièrement en flashback, avec la caméra caractéristique d'Ophuls glissant à travers des pièces éclairées aux chandelles et de pluie. Rue. Roger Ebert a révéré ce film comme l'une des histoires d'amour les plus déchirantes du cinéma. La performance de Fontaine est tout en subtilité et grâce, révélant une femme qui a donné sa vie à un rêve. Ce n'est pas une romance de plénitude. C'est un monument à l'amour non partagé, magnifiquement encadré et douloureusement souvenu. Le Grand Sommeil, 1946. La romance n'a pas toujours besoin de roses et de violons. Parfois, elle porte un imperméable, fume une cigarette et parle par énigme. Le Grand Sommeil, le film quintessentiel de Howard Hawks. Noir est un labyrinthe de mystère et de chaos, mais en son cœur bat l'une des romances les plus sexy et aiguisées jamais mises à l'écran. Humphrey Bogart et Philip Marlowe, le détective dur à cuire engagé pour nettoyer le désordre d'une famille riche. Lauren Bacall et Vivian Rutledge, la mystérieuse fille avec des secrets et du style à revendre. L'intrigue est notoirement complexe. Même Raymond Chandler, qui a écrit le roman original, ne savait pas qui avait tué l'un des personnages. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui nous captive, c'est la chimie électrisante entre Bogart et Bacall. Leur dialogue crépite, leur langage corporel en dit long, et vous pouvez ressentir le courant sous-jacent d'un amour réel dans chaque scène. Roger Ebert aimait comment le film utilise la noirceur du noir pour amplifier la passion entre ces nemens. Ce n'est pas une romance traditionnelle, c'est déchiqueté, dangereux, et totalement captivant. Dans ce monde, l'amour vient armé d'un calibre 38 chargé et d'une réplique assassine. Rebecca, 1940. Peu de romances commencent avec une grâce aussi sombre, et aucune comme Rebecca, d'Alfred Hitchcock. Joan Fontaine joue le rôle d'une jeune femme timide et sans nom, qui épouse le riche veuf Maxime de Winter et emménage dans son manoir majestueux, Manderley. Mais leur romance naissante est hantée, littéralement, par le souvenir de Rebecca. La première femme glamour est décédée de Maxime. La nouvelle Madame de Winter se sent constamment éclipsée, non seulement par la présence persistante de Rebecca, mais aussi par la sinistre gouvernante, Madame Danvers, qui idolâtre son ancienne maîtresse. Hitchcock, faisant ses débuts à Hollywood, mêle romantisme et suspense psychologique en un ensemble inquiétant et élégant. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film, le seul film de Hitchcock à le faire, et Ebert l'a vu comme une leçon de manipulation émotionnelle. L'amour ici est enveloppé de mystère, entouré de jalousie et éprouvé par des secrets. Pourtant, à mesure que la vérité se dévoile, cela devient clair. Le véritable amour consiste à voir quelqu'un pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on lui a dit d'être. Et lorsque Manderley brûle enfin, ce n'est pas seulement une maison qui s'effondre,
C'est le passé qui cède la place à la possibilité. Gilda, 1946. Elle jette ses cheveux en arrière, regarde par-dessus son épaule et chante « Put the blame on Mame ». À ce moment-là, Rita Hayworth est devenue une légende. Gilda n'est pas juste une romance, c'est une tempête. Situé dans le Buenos Aires d'après-guerre, le film suit Johnny Farrell, un joueur travaillant pour un patron de casino louche. Les ennuis commencent lorsque son employeur revient avec une nouvelle épouse, Gilda, l'ancienne amante de Johnny. Ce qui suit est un tourbillon de jalousie, de séduction et de sabotage émotionnel. La Gilda de Hayworth est flamboyante et incontrôlable, chacun de ses gestes empreint de danger et de désir. Charlie Vidor dirige l'attention avec une élégance noire, nous offrant un amour qui est toxique, tragique et totalement irrésistible. Roger Ebert a qualifié Gilda de l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du cinéma, non seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est profondément blessée et réelle. Vous ne pouvez pas la cerner, et c'est ce qui fait crépiter le film. Ce n'est pas une romance aux fins heureuses, c'est un amour tordu par la fierté, l'obsession et les circonstances. Et pourtant, même au milieu des flammes, cette vieille étincelle ne s'éteint jamais. The Lady Eve, 1941. La romance n'a jamais été aussi drôle, sexy ou diaboliquement astucieuse que dans The Lady de Preston Sturges. Eve. Barbara Stanwyck joue Jean Harrington, une arnaqueuse à bord d'un bateau de croisière, ciblant l'héritier timide obsédé par les serpents. Charles Pike, interprété par un Henry Fonda parfaitement ébahi. Elle le charme, il tombe amoureux, et juste au moment où l'on croit que l'escroquerie est complète, de vrais sentiments compliquent la... Lorsque Charles découvre sa tromperie, il la rejette. Alors elle revient déguisée en Lady Eve, une aristocrate britannique, et le séduit à nouveau. Le résultat? Hilarité, chagrin, et l'une des histoires d'amour les plus intelligentes du cinéma classique. Le scénario de Sturges est d'une précision redoutable, rempli de jeux de mots et de slapstick à parts égales. Stanwyck est lumineuse, à la fois séductrice et vulnérable, et la lente transition de Fonda de la curiosité à l'infatuation est un bijou comique. Ebert adorait comment le film inversait les rôles de genre de la romance traditionnelle, donnant à Stanwyck le pouvoir et l'intelligence de mener l'histoire. Dans The Lady Eve, l'amour n'est pas une question d'innocence. C'est à propos de tomber, se relever et rire de la force de la chute, et vous aimerez chaque minute de la chute. Mon homme Godfrey, 1936. Dans les profondeurs de la Grande Dépression, peu d'histoires d'amour semblent aussi opportunes et intemporelles que Mon homme Godfrey. Carole Lombard incarne Irene Bullock, une mondaine gâtée, qui sauve un homme oublié d'une décharge municipale dans le cadre d'une chasse au trésor organisée par la société. Cet homme, Godfrey, joué par William Powell, s'avère être bien plus que ce qu'il semble. Alors qu'Irene l'embauche comme majordome de sa famille, le film se déploie en une satire mordante des riches oisifs et une histoire d'amour étonnamment émouvante qui transcende les classes. Grégory Lacava réalise avec une touche légère, équilibrant la comédie loufoque avec le commentaire social. La véritable histoire entre Powell et Lombard, qui avaient divorcé des années auparavant, ajoute une couche fascinante à leur alchimie à l'écran. Roger Ebert a admiré la façon dont le film montre ses émotions, sans jamais sacrifier son intelligence. L'amour ici est transformateur. Irène mûrit, Godfrey guérit, et tous deux apprennent que la connexion ne dépend pas de la richesse ou du statut, mais de l'intégrité. Et lorsque ces deux-là se rencontrent enfin en tant qu'égaux, ce n'est pas seulement romantique, c'est révolutionnaire. Les Lumières de la ville, 1931. Et maintenant, nous terminons avec un chef-d'œuvre qui transcende les mots littéralement. Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin est un film muet, mais il en dit long sur l'amour, le sacrifice et l'humain, l'esprit. Le vagabond de Chaplin tombe amoureux d'une vendeuse de fleurs aveugle qui le prend pour un riche gentleman. Désespéré de l'aider, il accepte n'importe quel travail, y compris un match de boxe hilarant et brutal, pour réunir l'argent nécessaire à son opération des yeux. En chemin, il se lie d'amitié avec un millionnaire qui ne se souvient de lui que lorsqu'il ivre. Les derniers moments où elle le voit pour la première fois et le reconnaît au toucher sont parmi les plus émouvants du cinéma. Il y a une histoire. Roger Ebert a qualifié cette fin de « le plus grand moment de tout le cinéma ». Chaplin a écrit, réalisé, composé et joué dans le film, créant un mélange parfait d'humour et de chagrin. C'est une histoire d'amour si pure qu'elle ne demande rien en retour. Les Lumières de la ville prouvent que le romantisme ne se définit pas par de grands gestes ou des mots scintillants, mais par la gentillesse, la résilience, par des yeux qui voient, enfin. C'est parfait. Et voilà, 25 histoires d'amour immortelles, chacune résonnant à travers les âges, chacune choisie et adorée par nul autre que Roger Ebert. Ce ne sont pas juste de vieux films,
Ce sont des machines à remonter le temps émotionnel, preuve que la romance ne se démode jamais. Des mélodrames épiques aux comédies loufoques, des passions spectrales aux larmoyantes et adieu larmoyants. Ces films nous rappellent pourquoi nous sommes tombés amoureux du cinéma. Lequel de ces joyaux de l'âge d'or a volé votre cœur? Faites-le nous savoir dans le commentaire. Écrasez le bouton j'aime. Abonnez-vous à Golden Age Classics et activez la cloche pour ne jamais manquer une bobine de trésors cinématographiques, car ce n'est que le début. Plus de chefs-d'œuvre oubliés, plus de classiques cultes et plus d'histoires d'amour sur pellicule arrivent à vous. D'ici là, rendez-vous au cinéma rêveur.